m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. Il y a 3 jours, j'ai quitté ma maison en France avec juste un sac à dos et l'envie de marcher. Ma femme m'a quitté il y a 1 mois. Tu ne vis pas Thomas, tu existes juste, elle m'a dit en partant. Mon patron m'a viré la semaine d'après. Manque de motivation, qu'il a écrit. Peut-être qu'ils avaient raison. Alors j'ai décidé de marcher pour vivre ou pour mourir, je ne sais pas encore. Le premier soir, j'ai dormi dans un champ près de la frontière espagnole. Les étoiles brillaient comme jamais, en ville on ne les voit pas. Trop de lumière, trop de pollution. Mais là, allongé dans l'herbe humide, j'ai compté jusqu'à 1000 avant de m'endormir. Au matin, un chien m'a réveillé. Il me léchait le visage. Son maître, un vieux berger, est arrivé en boitant. « Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Sa voix était rude, mais ses yeux souriaient. J'ai expliqué que je marchais, que j'allais en Espagne, peut-être plus loin. Il s'est assis à côté de moi sur une pierre, assorti du pain et du fromage de sa besace. « Mange. » On réfléchit mal, le ventre vide. On a mangé en silence. Le fromage était fort, le pain dur, mais c'était bon. Le chien s'est couché entre nous deux. Le berger l'a caressé doucement. Lui, c'est templier, comme les chevaliers, parce qu'il protège mes moutons comme un guerrier. Il a ri, un rire qui venait du fond de la gorge. Tu sais, j'ai marché moi aussi. Pas pour fuir, pour chercher, j'avais ton âge. Ma première femme venait de mourir, cancer, 6 mois entre le diagnostic et la fin. J'ai cru devenir fou. Alors j'ai marché, jusqu'à Saint-Jacques, 2 mois sur les chemins. Tu sais ce que j'ai trouvé? J'ai fait non de la tête. Il a souri. Rien. Et tout, j'ai trouvé que la douleur, elle marche avec toi. Tu peux pas la semer, mais en marchant, elle devient, comment dire, plus légère, comme un sac trop lourd qu'on apprend à porter. On est resté là une bonne heure. Il m'a raconté son pèlerinage, les gens rencontrés, la pluie qui n'arrêtait pas, les pieds en sang, la fois où il a failli abandonner. C'était à Roncevaux, la montée m'avait tué. J'étais assis sur le bord du chemin. Je pleurais comme un gamin. Et là, une petite vieille Allemande s'est arrêtée. Elle devait avoir 80 ans. Elle m'a tendu un carré de chocolat et elle m'a dit « One step, just one step. » Un pas, juste un pas. C'est tout ce qu'on peut faire. Un pas puis un autre. Il s'est levé, a sifflé, ses moutons sont sortis de derrière les arbres. Bon, faut que j'y aille. Les bêtes, elles attendent pas. Il a fouillé dans son sac, m'a tendu une gourde en peau. Tiens, pour la route, c'est du vin coupé à l'eau. Ça désinfecte et ça donne du courage. Avant de partir, il s'est retourné. Un conseil parle aux gens. Même si tu comprends pas la langue, les mots, c'est pas le plus important. C'est le reste qui compte. Les gestes, les sourires, le pain partagé. Et méfie-toi des chiens en Espagne. Ils sont pas tous gentils comme templiers. J'ai marché toute la journée en pensant à ces mots. Un pas, juste un pas. Le soir, j'ai traversé la frontière, pas de douane, juste un panneau rouillé espagnol. Mon cœur a battu plus fort, mon premier pays étranger. À 30 ans, je n'étais jamais sorti de France, pathétique, non. Le premier village espagnol s'appelait Dantzarina. Enfin, je crois, c'était écrit en basque aussi. Des maisons blanches aux volets rouges, une église, un bar, la totale. J'ai poussé la porte du bar, silence, tous les regards sur moi, l'étranger. J'ai dit oh là avec mon accent pourri. Quelques sourires, le patron, un gros moustachu, m'a fait signe d'approcher. Français. J'ai hoché la tête.
Il a souri plus grand. Ah, Français! Bienvenue! Son français était meilleur que mon espagnol. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas la saison des touristes. J'ai expliqué que je marchais sans but précis, juste marcher. Il a traduit aux autres, discussions animées en espagnol ou en basque. Je ne sais pas, une vieille femme s'est levée, s'est approchée et m'a regardé dans les yeux longtemps. Puis elle a parlé au patron. Elle dit que tu as les yeux d'un homme qui cherche. Elle demande ce que tu cherches. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Nouvelle traduction. La vieille a hoché la tête. A parlé encore, le patron traduisait. Elle dit que c'est bien de ne pas savoir, que ceux qui savent ce qu'ils cherchent ne trouvent jamais rien d'autre. Elle dit aussi que tu as besoin d'un bain et d'un lit. Sa maison est ouverte, si tu veux. J'ai regardé la vieille femme. Elle devait avoir au moins 80 ans, toute ridée, mais des yeux jeunes vivants. J'ai accepté. On est sorti du bar. Elle marchait lentement mais sûrement. Sa maison était au bout du village. Petite simple propre. Elle m'a montré une chambre, un lit, une bassine d'eau chaude, du savon, une serviette. Puis elle est sortie. J'ai pleuré sous l'eau chaude. Première vraie toilette depuis mon départ. La crasse partait, la fatigue restait, mais une bonne fatigue, honnête. Quand je suis descendu, elle avait préparé à manger. Une soupe épaisse, du pain, du fromage de brebis. On a mangé en silence. Elle ne parlait pas français, moi pas espagnol. Mais on se comprenait. À la fin du repas, elle a sorti une bouteille, un alcool transparent. Elle a versé 2 verres, a levé le sien. Salut. J'ai répété. Salut. Ça brûlait. Mais c'était bon. Elle a sorti un album photo, m'a montré son mari mort depuis 10 ans, ses enfants partis en ville, Barcelone, Madrid, ses petits-enfants qu'elle ne voyait qu'à Noël. Elle tournait les pages lentement, racontée dans sa langue. Je ne comprenais pas les mots, mais je comprenais l'histoire. La solitude, l'attente, les souvenirs. À un moment, elle s'est arrêtée sur une photo. Un jeune homme en uniforme, elle a caressé la photo. Une larme a coulé, elle a murmuré un nom, Carlos. Puis elle a fermé l'album, s'est levée, m'a montré la chambre. Duerme, dors. Ça j'avais compris. Cette nuit-là j'ai dormi comme un bébé, pas de rêve, pas de cauchemar, juste le noir. Le repos, matin elle était déjà levée. Café chaud, pain grillé, confiture maison. Elle avait préparé un paquet, du pain, du fromage, des pommes, une petite bouteille de son alcool. Au moment de partir, elle m'a pris les mains, les a serrées fort, a dit quelque chose en espagnol, lentement, en articulant. J'ai compris quelques mots. Camino, chemin, corazón, cœur, buscar. Chercher un contrat. Trouver. Puis elle m'a embrassé sur les 2 joues, m'a poussé doucement vers la porte. Vete, camina, va marche. Je suis parti, me suis retourné au bout de la rue. Elle était sur le pas de sa porte. Toute petite, toute seule. Elle a levé la main, j'ai levé la mienne. On est resté comme ça quelques secondes. Puis, j'ai tourné le coin. J'ai marché 3 heures avant de m'arrêter.
voir le monde, prends-le avec toi. Qu'il voyage enfin. J'ai pleuré encore. Puis j'ai rangé la photo dans mon portefeuille, à côté de celle de mon ex-femme. Carlos voyagerait avec moi. C'était une promesse, une responsabilité, un honneur. Ce soir-là, j'ai dormi à la belle étoile et sorti la photo de Carlos, l'ai regardé à la lumière de mon briquet. Salut Carlos, moi c'est Thomas. On va voir le monde ensemble, d'accord? Le vent a soufflé. J'ai pris ça pour un oui. Demain j'arriverai dans une vraie ville pampelune peut-être, ou ailleurs. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que m'a dit le berger, un pas, puis un autre. Et ce que m'a montré la vieille dame qu'on peut donner sans parler. Recevoir sans comprendre que la bonté n'a pas besoin de traduction. Je marche, Carlos voyage avec moi. Quelque part en France, une vieille dame espagnole pense peut-être à l'étranger aux yeux tristes qui est passé chez elle. Quelque part dans les montagnes, un berger garde ses moutons avec son chien templier. Et moi je marche. Un pas, puis un autre, toujours. Mais ce soir, allongé sous les étoiles espagnoles, je me sens moins seul. J'ai un compagnon de voyage maintenant, une mission, montrer le monde à Carlos. Et peut-être, en chemin, me trouver moi-même. La route est longue, mes pieds commencent à avoir des ampoules. Mon dos me fait mal, mais mon cœur est plus léger un peu. C'est déjà ça. Demain, je marcherai encore. Pour moi, pour Carlos, pour la vieille dame, pour tous ceux qui ne peuvent pas marcher. Un pas, puis un autre. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà énorme. Bonne nuit, Carlos. Demain, on continue. Trois semaines depuis mon départ, mes pieds se sont habitués à la marche. Les ampoules sont devenues de la corne. Mon sac ne me semble plus aussi lourd. Carlos voyage toujours avec moi, sa photo rangée près de mon cœur. Ce matin, j'arrive à Burgos, la ville aux 1000 cloches, comme ils disent ici. La première chose que je vois, c'est la cathédrale énorme blanche avec ses 2 tours qui percent le ciel. Je reste planté là comme un idiot, la bouche ouverte. Un homme s'approche. Petit maigre,
une casquette vissée sur la tête. Prima aves. Première fois, je hoche la tête. Ah, un Français. Je parle votre langue. J'ai travaillé à Lyon pendant 10 ans, construction Miguel pour vous servir. Il me tend la main, un poignet ferme malgré sa taille. Vous voulez visiter? Je connais tout ici. Chaque pierre, chaque histoire. J'hésite. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Il doit lire dans mes pensées. Pas de souci pour l'argent. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le dimanche, je fais ça gratuitement. Pour le plaisir, venez. On entre dans la cathédrale, le silence me frappe. Après le bruit de la ville, c'est comme plonger dans l'eau frais et calme des gens pris d'autres gardes. Miguel me tire par le bras. Venez voir ça. Il me montre une petite chapelle sur le côté presque caché. Ici, c'est la chapelle des voyageurs depuis le Moyen-Âge. Ceux qui partent loin viennent prier ici. Regardez. Le mur est couvert de petits papiers, des centaines, des milliers peut-être. Les gens laissent des messages, des prières, des promesses. Allez-y, lisez. Je m'approche. Les papiers sont dans toutes les langues, espagnol bien sûr, mais aussi anglais, allemand, japonais, arabe. Je lis ça en français. Marie, je pars pour l'Australie, protège-moi. Merci de m'avoir ramené sain et sauf, pour que je trouve ce que je cherche. Miguel me tend un papier et un crayon. Écrivez, c'est la tradition. J'hésite. Qu'est-ce que j'écris? Je ne crois pas en Dieu, mais il y a quelque chose ici, une énergie, des siècles de prière et d'espoir. Finalement, j'écris. Je m'appelle Thomas. Je marche pour Carlos qui ne peut plus marcher, et pour moi qui ne savais plus vivre, que la route soit bonne. Je plie le papier, le coince entre deux pierres, Miguel sourit. Bien maintenant, vous faites partie de l'histoire, venez. J'ai autre chose à vous montrer. On sort de la cathédrale, il m'emmène dans les petites rues, on s'arrête devant une maison ordinaire, porte bleue écaillée. C'est ici que j'habite, montez. Son appartement est minuscule. Une pièce, un coin cuisine, un lit, mes propres rangées. Il met de l'eau à chauffer, café. Pendant que l'eau chauffe, il me raconte sa vie, la construction à Lyon, l'accident qui l'a forcé à rentrer. Tombé d'un échafaudage 3 étages. 6 mois d'hôpital, les médecins disaient que je ne marcherais plus. Regardez-moi maintenant. Je marche 10 km par jour. Comment vous avez fait? Il sourit, verse le café fort noir, la colère d'abord, j'étais furieux. Contre le destin, contre Dieu, contre moi-même. Puis un jour, une infirmière m'a dit quelque chose. Elle m'a dit la colère, c'est de l'énergie, utilisez-la pour guérir au lieu de vous détruire. Alors j'ai utilisé ma colère chaque jour, pour bouger un peu plus, pour faire un pas de plus. On boit le café en silence, puis il reprend. Vous savez pourquoi je fais le guide gratuitement le dimanche? Parce que quand j'étais à l'hôpital, un homme venait me voir chaque dimanche, un inconnu. Il me racontait des histoires de voyages, de gens, de pays lointains. Grâce à lui, j'ai voyagé depuis mon lit. Quand je suis sorti, j'ai voulu faire pareil. Donner aux autres ce qu'on m'avait donné. Et de cet homme disparu. Un dimanche, il n'est pas venu, j'ai demandé, personne ne le connaissait, comme s'il n'avait jamais existé. Parfois, je me demande si je ne l'ai pas rêvé, mais non. Les histoires étaient trop vraies.
se lève, va vers une étagère, sort un cahier. Tenez, j'ai tout écrit, ces histoires pour ne pas oublier, prenez-le. Je ne peux pas. Si vous marchez, vous avez besoin d'histoires et moi j'ai besoin que ces histoires continuent à voyager. C'est un échange, pas un cadeau. Je prends le cahier cuir usé, page jaunie, l'ouvre au hasard, une écriture serrée. L'homme qui plantait des arbres dans le désert. La femme qui parlait aux oiseaux. Le village où personne ne mourait. Merci Miguel. C'est moi qui vous remercie et maintenant venez, je vais vous montrer où dormir ce soir, pas cher et propre. Il me guide vers une auberge de pèlerins tenue par des sœurs, 5 € la nuit. Douche chaude, lit propre, parfait. Avant de me quitter, Miguel me serre la main. Un conseil de main. Levez-vous tôt, montez sur les remparts au lever du soleil. Vous verrez quelque chose de spécial. Quoi ? Il sourit. Si je vous dis, ce ne sera plus spécial. Allez bien camino. Cette nuit-là, dans le dortoir avec d'autres voyageurs, je lis le cahier de Miguel. Les histoires sont extraordinaires. Certaines fantastiques, d'autres simplement humaines. Toutes belles, je m'endors en lisant l'histoire d'un homme qui marchait à reculons pour voir d'où il venait. Le réveil sonne à 5 heures, nuit noire encore. Je m'habille en silence. Sors. Les rues sont vides. Monte vers les remparts. Le ciel commence à pâlir à l'est. Je m'assois sur la pierre froide. Attends. Et puis ça arrive, le soleil se lève. Et toutes les cloches de la ville se mettent à sonner. Tout en même temps, la cathédrale, les églises, les couvents, les chapelles, un concert de bronze et de cuivre. Le son roule sur la ville, rebondit sur les murs, monte vers le ciel. Je comprends pourquoi Miguel voulait que je voie ça, que j'entende ça plutôt. C'est la ville qui se réveille, qui salue le jour nouveau, qui remercie d'être encore là. Je sors la photo de Carlos, la montre au soleil levant. Tu entends? Carlos, c'est beau, non? Un vieil homme s'assoit à côté de moi. On ne se parle pas. On écoute quand les cloches se taisent enfin, il se tourne vers moi. Chaque matin depuis 50 ans. Et chaque matin, c'est nouveau. Il se lève, s'en va. Me laisse avec le silence revenu. Je reste encore un peu, regarde la ville s'éveiller. Les premiers passants, les chiens qui sortent, les oiseaux qui chantent, puis je descends. Prends mon sac, mes chaussures, le cahier de Miguel.
En passant devant la cathédrale, je m'arrête. Entre va la chapelle des voyageurs, mon papier est toujours là, à côté, un nouveau en espagnol. Je demande à une femme de traduire. Elle y sourit. Il dit: pour le français qui marche pour Carlos, que la route soit douce, que les histoires soient belles, Miguel. Je souris, sors de la cathédrale. Le soleil est maintenant bien haut. La journée sera chaude, mais j'ai de l'eau, du pain, des histoires et de compagnons de route maintenant. Carlos dans ma poche, les histoires de Miguel dans mon sac. Je marche vers la sortie de la ville. Un pas, puis un autre toujours. Mais maintenant je sais quelque chose de plus. Que sur la route on n'est jamais vraiment seul. Que les histoires nous accompagnent. Que la bonté existe. Qu'elle se cache parfois dans une poignée de main. Un café partagé, un lever de soleil offert. Burgos disparaît derrière moi. Devant, la route, longue, droite, chaude. Mais je souris. Parce que ce soir, quelque part, je lirai une histoire du cahier. Et Carlos et moi, on découvrira un homme qui plantait des arbres dans le désert. Ou une femme qui parlait aux oiseaux. La route est longue, mais elle est pleine d'histoires. Il suffit de marcher et d'écouter. Un mois et demi de marche. J'ai quitté les grandes routes pour les chemins de montagne, les Pyrénées. Je veux passer en France, voir mon frère, puis repartir. Juste une visite. Pour dire que je suis vivant. Les sentiers sont durs ici, raides, caillouteux. Mes genoux protestent à chaque pas. Ce soir, j'ai mal calculé. Le refuge que je visais est fermé, pancarte rouillée, fermée pour travaux. Il est 18h. Le soleil descend vite en montagne. Le prochain village est à 6 heures de marche dans le noir. Sur ces chemins, c'est du suicide. Je trouve une bergerie abandonnée. 4 murs de pierre, la moitié d'un toit. C'est mieux que rien. Je ramasse du bois mort, allume un feu avec les dernières allumettes. La fumée me fait tousser, mais la chaleur est bienvenue. La nuit tombe noire, pas de lune. Juste les étoiles et mon petit feu. Je sors le cahier de Miguel Lee à la lumière des flammes. L'homme qui n'avait peur de rien. Ça tombe bien, j'ai peur ce soir. La montagne la nuit, c'est autre chose que la montagne le jour. Les bruits changent, les ombres bougent. Et puis il y a les histoires. Les loups qui reviennent, les ours qui descendent. Un craquement, je lève la tête. Rien, le feu, le vent, mon imagination. Je reprends ma lecture. L'homme de l'histoire traverse un désert seul, sans peur. Je l'envie, nouveau bruit, plus proche. Pas le vent cette fois, quelque chose marche dehors. Il y a quelqu'un. Ma voix sonne petite dans le noir ridicule. Si c'est un animal, il ne va pas répondre. Si c'est un homme mal intentionné, il ne va pas s'annoncer. Je mets du bois dans le feu, beaucoup de bois, la lumière repousse les ombres un peu.
Et puis je les vois, les yeux, deux points jaunes qui brillent dans le noir, puis deux autres, puis encore deux. Mon cœur s'arrête. Des loups, de vrais loups, pas des chiens errants, des loups. Je ne bouge pas. Me souviens de ce qu'on m'a dit, ne pas courir, ne pas tourner le dos. Rester calme, facile à dire. Mon cœur bat si fort qu'ils doivent l'entendre. Le plus gros s'approche, entre dans le cercle de lumière magnifique, terrifiant. Il me regarde, je le regarde. Le temps s'arrête. Je pense à Carlos, à ma vie d'avant. Si je meurs ici, qui le saura? Mon frère finira par comprendre. Mais quand le loup renifle l'air, fait un pas de plus, je vois ses crocs blancs, pointus faits pour déchirer, tuer. Et puis, sans savoir pourquoi, je commence à parler, doucement, calmement. Salut toi. Tu es beau, tu sais, effrayant, mais beau. Je ne veux pas être sur ton territoire, juste passer la nuit. Demain je pars, promis. Le loup penche la tête comme s'il écoutait, je continue, raconte n'importe quoi. Ma vie, ma femme qui est partie, Carlos. La vieille dame espagnole, Miguel. Les mots sortent tout seuls. Le loup s'assoit. Les autres restent dans l'ombre, attendent. Tu sais, j'ai toujours eu peur des chiens mordus quand j'étais petit. Mais toi, c'est différent. Tu n'es pas méchant, tu protèges les tiens, c'est tout. Comme moi, je protège la mémoire de Carlos. Je sors la photo, la montre au loup stupide, mais je n'ai plus peur maintenant. Ou plutôt si. Mais c'est une peur calme, acceptée. Le loup se lève, je me crispe, il s'approche, plus près. Je sens son odeur sauvage, forte. Il renifle ma main, sa truffe est froide, humide. Puis il recule, se retourne, disparaît dans la nuit. Les autres le suivent un par un. Les yeux jaunes s'éteignent. Je reste seul, tremblant, vivant. Je rajoute du bois, beaucoup de bois. Ne dormirai pas cette nuit, mais ce n'est pas grave. Je suis vivant, et j'ai parlé avec un loup, vraiment parlé. Il m'a écouté et compris peut-être. Ou alors, il n'avait juste pas faim. Au matin, je trouve des traces autour de la bergerie. Ils ont tourné toute la nuit, me surveillant, me protégeant peut-être. Des autres prédateurs de même. Je ne saurai jamais. Je repars tôt, fatigué mais étrangement léger, dans un village. Je raconte ma nuit. Le patron du bar éclate de rire. Des loups ici, impossible. Ça fait 50 ans qu'il n'y en a plus, vous avez rêvé, mon ami, ou bu. Mais la serveuse, une vieille femme, s'approche, murmure. Moi je vous crois, mon grand-père les a vus, les derniers. Il disait qu'ils reconnaissent les âmes pures, ceux qui marchent sans mauvaise intention. Vous avez été béni, monsieur. Béni, je n'y crois pas, mais j'aime l'idée. Je reprends la route. Descends vers la vallée. La France m'attend, mon frère, une pause dans le voyage. Mais je sais déjà que je ne resterai pas, la route m'appelle, les loups m'ont montré quelque chose, que la peur n'est pas l'ennemi, qu'on peut parler avec elle, la regarder dans les yeux,
et continuer. Ce soir, je dormirai dans un vrai lit, chez mon frère. Il me posera 1000 questions. Je répondrai ou pas, comment expliquer? Les loups, Carlos, le cahier d'histoire, les cloches de Burgos, la vieille dame sans nom, c'est mon voyage. Mes rencontres, mes peurs, mes joies. Dans mon sac, le cahier de Miguel a une nouvelle histoire, la mienne. L'homme qui a parlé au loup, je l'ai écrite ce matin. Tremblant encore, pour ne pas oublier, pour que d'autres la lisent un jour. Et peut-être, une nuit dans une montagne lointaine, elle donnera du courage à un voyageur effrayé. Les loups existent, je les ai vus, sentis craints. Mais respectés, ils m'ont laissé passer, continuer ma route, un pas, puis un autre, toujours. Mais maintenant, je sais que même dans la peur, on peut trouver la beauté dans les yeux jaunes d'un prédateur, dans le silence partagé, dans le fait d'être encore là au matin pour le raconter. Deux mois de marche. J'ai quitté la France après une semaine chez mon frère. Il ne comprenait pas, reste au moins un mois, il disait. Mais les murs me rendaient fou, le lit trop mou, les repas à heure fixe. La télé qui parle de problèmes qui me semblent si lointains. Alors je suis reparti. Direction l'Italie. Les Alpes. Aujourd'hui, la pluie. Depuis ce matin, une pluie d'automne froide qui traverse tout mon imperméable, mes chaussures, mon moral. Je marche tête baissée, compter les pas pour ne pas penser 100, 200 000. Un village apparaît dans la brume, pas sur ma carte. Normal, ma carte est trempée, illisible. Le village semble abandonné. Volets fermés, rue vide. Juste la pluie qui tambourine sur les toits. Je pousse la porte de ce qui ressemble à un bar grincement. Obscurité, odeur de moisi et de tabac froid, mes yeux s'habituent, une salle, des tables. Un comptoir. Et derrière, une femme. Vieille, très vieille. Elle me regarde sans surprise, comme si elle m'attendait. Vous êtes trempé, elle dit en français. Accent italien, mais français parfait. Venez près du feu. Je n'avais pas vu, la cheminée m'approche. La chaleur me fait du bien, tellement de bien. Elle me tend une serviette rêche mais sèche. Enlevez vos chaussures, les chaussettes aussi. Il faut sécher les pieds, sinon ils pourrissent. J'obéis. Mes pieds sont blancs, fripés. Comme ceux d'un noyé. Elle les regarde, hoche la tête. Disparaît. Revient avec une bassine d'eau chaude, du sel. Trempé. Ça va piquer, mais c'est nécessaire. Ça pique, je grimace, elle sourit. Vous n'êtes pas le premier voyageur à passer ici, ni le dernier. Le village est sur une ancienne route, oubliée maintenant. Mais certains la trouvent encore. Ce qui marche vraiment. Le village semble vide. Il est presque. Les jeunes sont partis. Les vieux sont morts. Reste moi. Et quelques autres on attend. Vous attendez quoi? Elle hausse les épaules, la fin, le retour, un miracle. On ne sait plus très bien, mais on attend et parfois, des gens comme vous passent. Alors on se sent moins seul un peu. Elle me sert une soupe, épaisse, chaude, avec des choses dedans que je ne reconnais pas. C'est bon, très bon. Mon ventre se réchauffe. Vous allez où?
Elle demande. Je ne sais pas. Je marche, c'est tout. Elle hoche la tête. Comprends, mon mari était comme ça, toujours parti, toujours sur les routes marins, puis routier, puis rien. Juste un homme qui ne tenait pas en place. Un jour, il n'est pas revenu. Ça fait 40 ans. Vous l'attendez encore? Non, j'attends plus lui. J'attends. Je ne sais pas. Que quelque chose arrive. Que le village revive, que la pluie s'arrête. N'importe quoi. On reste en silence. Le feu craque, la pluie frappe les vitres dehors, le jour baisse déjà gris sur gris. Elle se lève, venez. Je vais vous montrer où dormir. On traverse la rue sous la pluie, une maison porte ouverte. C'était chez ma sœur morte, l'an dernier. Le lit est propre. Il y a des couvertures. Prenez ce qu'il faut. Je peux payer. Elle me dit, gardez votre argent. Ici, il ne sert à rien. Plus de magasins, plus rien à acheter. Demain, si le temps se lève, Maria vous fera du pain. C'est tout ce qu'on peut offrir, du pain et un toit. Elle me laisse la maison sans le renfermer. Mais c'est sec, c'est tout ce qui compte. Je m'allonge tout habillé sur le lit, ferme les yeux. La pluie devient berceuse. Je m'endors. Réveil en sursaut, noir complet. Des voix dehors. Je me lève, regarde par la fenêtre. Des lumières, des lanternes, une procession sous la pluie. Je sors. Ils sont une dizaine vieux, très vieux. Ils marchent lentement. Portent quelque chose, une statue, une vierge, ils chantent bas, triste. Une prière ou une plainte. Je les suis à distance. Ils vont jusqu'à la petite église, entrent. Je reste dehors sous la pluie. Écoute. Les voix montent, descendent, pleurent, supplient, puis silence. Ils ressortent, me voient. Ne disent rien. Repartent chacun chez soi. La pluie les avale. Au matin, miracle. Le soleil faible m'est là. Je sors, le village est différent, toujours vide mais moins triste. L'eau goutte des toits, fait des arcs-en-ciel dans les flaques. La vieille femme est déjà au bar, une autre femme avec elle. Plus jeune, 60 ans peut-être, Maria, dit la vieille, elle a fait du pain. Le pain est chaud, croustillant, le meilleur pain du monde. On mange en silence, puis Maria parle. Vous avez vu la procession? Oui. On fait ça chaque nuit de pleine lune pour que le village ne meure pas complètement, pour que Dieu ne nous oublie pas. Stupide, non. Non, pas stupide, nécessaire peut-être. Elle sourit un beau sourire fatigué mais vrai. Vous êtes gentils, les autres voyageurs se moquent, ont peur, vous comprenez. Je finis le pain, remets mes chaussures sèches, raidies par le feu mais sèches. Mon sac, la photo de Carlos que je vérifie chaque matin, le cahier de Miguel, tout est là. Merci pour tout. La vieille femme me tend un paquet, du pain, du fromage, une petite bouteille pour la route et ça. Elle me donne un caillou lisse blanc, c'est de la rivière. Quand mon mari partait, il prenait toujours un caillou du village pour ne pas oublier d'où il venait. Je prends le caillou, le mets dans ma poche avec Carlos de talisman maintenant. Comment s'appelle le village? San Benedetto delle Lacrimes, Saint-Benoît des larmes à cause de la source. L'eau a le goût des larmes salées. On dit que le saint a pleuré ici sur la méchanceté des hommes ou leurs bêtises. On ne sait plus. Je sors. Le soleil monte, les montagnes brillent, blanches de neige en haut, vertes en bas. Belle journée pour marcher au bout du village. Je
Je me retourne, les deux femmes sont sur le pas du bar, me font signe. Je réponds, continue. Ce soir, je dormirai dehors si le temps tient, sous les étoiles, avec le pain de Maria dans le ventre, le caillou de San Benedetto dans la poche, et dans la tête, l'image de ces vieux qui marchent sous la pluie, qui prient pour que leur village ne meure pas, qui attendent on ne sait quoi. Peut-être qu'attendre c'est une façon de vivre. Peut-être que marcher c'est une façon d'attendre. On ne sait pas quoi. Mais on continue. Un pas, puis un autre sous la pluie, ou le soleil, avec nos cailloux et nos photos, nos peurs et nos espoirs. Toujours. Trois mois de marche. L'Italie du Nord, près de Vérone. Le printemps arrive enfin, les champs deviennent verts, les fleurs sortent. Même mes pas sont plus légers. Ce matin, sur la petite route, j'entends de la musique, un accordéon, des rires, des applaudissements. Au détour du chemin, je les vois. Des roulottes colorées, rouges, jaunes, bleues, un chapiteau pas très grand, rayé blanc et rouge, un cirque, un petit cirque familial. Des enfants courent partout. Des adultes installent des gradins. Un chien fait des tours. Un homme me voit, grand moustache cirée, chapeau de forme un peu cabossé. Hé l'ami, tu viens pour le spectacle? Ce soir 20h, 5 € seulement, rire garanti. Je ne fais que passer. Il me regarde mieux, mon sac, mes chaussures usées, ma barbe de 3 jours, son visage change, devient plus doux. Ah, un voyageur, un vrai. Ça se voit d'où tu viens. De France à pied. Il siffle impressionné. À pied, mamma mia! Viens boire un café! Je suis Giuseppe, directeur, clown, accordéoniste et père de cette troupe de fous. Il me traîne vers une roulotte, crie quelque chose en italien. Une femme sort ronde, souriante, tablier à fleurs. Carla, ma femme, l'homme canon, est la meilleure cuisinière d'Italie. Elle rit, me serre la main, forte poigne. Un voyageur, Giuseppe, dit. Alors tu manges avec nous. Pas de discussion. Le café devient déjeuner, la table se remplit. Les enfants arrivent, 5 de 6 à 16 ans, tous artistes, l'aîné jongle en mangeant. La petite fait tenir une assiette sur son nez. Normal, ici apparemment. On est les Fratellini Cirque depuis 4 générations. Mon grand-père a commencé avec 3 balles et un rêve. Maintenant on a tout ça. Giuseppe montre le campement fier. Pas grand-chose pour certains, tout pour nous. Les pâtes arrivent, montagne de pâtes, la sauce sent le paradis. On mange, on rit. Les enfants me posent 1000 questions où je vais. Pourquoi je marche? Si j'ai vu des lions, des éléphants. Je raconte les loups, le village sous la pluie, les cloches de Burgos. Tu sais quoi? Dit Giuseppe. Tu restes ce soir. Tu vois le spectacle. Demain tu repars, notre cadeau. Pour tes histoires. J'hésite. J'aime pas m'arrêter trop longtemps, mais leurs yeux brillent. Tous, même Carla, même le chien, alors j'accepte. L'après-midi, je les aide à monter le chapiteau. Les enfants me montrent leur numéro. Sofia, 12 ans, marche sur un fil. Le secret, c'est de regarder devant, jamais en bas. Comme dans la vie, non? Marco, 14 ans, crache du feu. Tu veux essayer? Non merci.
tient à ma barbe, il rit, me montre la technique quand même. C'est de l'essence spéciale et beaucoup d'entraînement. J'ai brûlé mes sourcils au début, maman était furieuse. Le soir arrive, les gens du village aussi. Pas beaucoup, 50 personnes peut-être, mais enthousiastes. Les enfants surtout, yeux grands, comme des soucoupes. Le spectacle commence. Giuseppe en monsieur loyal, grandiloquente, drôle. Puis les numéros Carla vraiment tirés d'un canon. Bon, un petit canon. Mais canon quand même. Les enfants jonglent, dansent, font des pyramides. Le chien savant compte jusqu'à 10, se trompe à 8, recommence, public ravi. Et puis Sophia sur son fil, concentrée, gracieuse. Une plume dans le vent, au milieu elle vacille. Le public retient son souffle, moi aussi, elle se rattrape. Continue arrive au bout, salut, tonnerre d'applaudissements. Giuseppe revient, accordéon en main, mesdames, messieurs. Une chanson pour finir, mais j'ai besoin d'aide. Toi. Il me pointe du doigt. Notre ami voyageur, viens. Je fais non de la tête, il insiste, le public applaudit. Les enfants me poussent, me voilà sur la piste. Sous les projecteurs, Giuseppe me tend des maracas. Ce coup, c'est tout, au rythme. Il joue une chanson italienne, joyeuse, triste aussi. Je secoue les maracas n'importe comment au début, puis je trouve le rythme. Les gens tapent dans leurs mains, chantent, même moi je chantonne, sans comprendre les mots, mais la musique parle toute seule. À la fin, ovation pour Giuseppe, pour moi un peu, pour la joie partagée surtout. On se salue, je retourne m'asseoir, les jambes tremblantes mais heureux, bêtement heureux. Après le spectacle, on range tous ensemble, même le public aide. C'est comme ça ici, le cirque, c'est tout le monde. Puis on s'assoit autour d'un feu, Giuseppe sort une bouteille grappa, ça brûle, ça réchauffe. Tu sais pourquoi on fait ça ? Me demande Carla. Pas pour l'argent, on en gagne à peine pour ça. Elle montre les enfants qui rient, les villageois qui discutent, les étoiles au-dessus, pour créer de la magie. 1 heure, 2 heures, faire oublier les problèmes, faire rire, rêver. Sophia s'approche, timide soudain. Tu m'as fait peur tout à l'heure, je dis, quand tu as failli tomber. Elle sourit. Je suis pas tombé, c'était fait exprès pour le suspense. Papa dit qu'il faut toujours un moment de peur, sinon c'est pas du cirque, c'est de la gymnastique. Je ris sage, Sophia. Je sors la photo de Carlos, la montre à Giuseppe, raconte, il écoute grave soudain. On va faire une photo tous ensemble pour Carlos, pour qu'il voie le cirque. On se met tous devant la roulotte, Giuseppe installe son appareil. Retardateur court nous rejoindre, flash. Voilà, maintenant Carlos a vu les Fratellini, il voyage avec nous aussi. Cette nuit, je dors dans le chapiteau sur la paille. Ça sent le popcorn et la sciure, les rêves sont colorés, pleins de musique et de rire. Au matin, petit déjeuner ensemble. Encore café fort, pain frais, confiture maison. Les enfants école dans la roulotte, Carla enseigne. L'école du voyage. On apprend l'essentiel, lire, écrire, compter et jongler. Très important, jongler.
Je prépare mon sac Giuseppe arrive, me tend un paquet pour la route et ça. Un nez de clown rouge usé. C'était à mon père porte-bonheur, tu en auras besoin. Les adieux sont rapides, sinon ça fait mal, embrassade promesse de revenir un jour. Peut-être Sofia court derrière moi. Attends, me donne un papier. Un dessin, elle, sur son fil, moi en bas avec les maracas. Pour pas oublier. Je ne risque pas d'oublier. Je repars, me retourne au bout du chemin. Ils sont tous là, font de grands signes. Le chien aboie, Giuseppe joue un dernier air d'accordéon. Puis la route tourne, finie. Je marche plus léger aujourd'hui, le nez de clown dans la poche. Le dessin de Sofia dans le cahier de Miguel, la photo du cirque. Pour Carlos et dans le cœur, un peu de leur joie, leur courage aussi. Faire rire les gens quand on a à peine de quoi vivre, créer de la beauté avec 3 fois rien. C'est ça le vrai courage peut-être. Ce soir je dormirai sous les étoiles, repenserai au spectacle, au fil de Sofia, au canon de Carla, au maracas, et je sourirai, tout seul, comme un idiot, comme un clown. Un pas, puis un autre. Mais maintenant avec de la musique dans la tête, et c'est déjà beaucoup. Et demi de marche Autriche, maintenant, près de Salzbourg. La fatigue devient mon ami, mes pieds connaissent chaque type de douleur. Mais je continue, pour Carlos, pour moi, pour tous ceux que j'ai rencontrés. Ce matin, orage violent, je cours vers le premier abri. Un vieil hôpital ou ce qui en reste abandonné. Les vitres cassées. La nature qui reprend ses droits. J'entre, l'odeur me frappe, antiseptique mélangée à la moisissure, des lits rouillés dans les couloirs, des papiers qui volent. Et puis j'entends une voix faible qui chante en allemand, une berceuse. Je suis le son, monte et les escaliers poussent des portes. La voix se rapproche, dernière chambre, au fond, la porte entr'ouverte. Je regarde un vieil homme, dans un lit propre celui-là. Des draps blancs, des fleurs fraîches dans un vase. Impossible. Il me voit sourire enfin, tu es venu. Sa voix claire malgré l'âge, les yeux bleus, si bleus, comme le ciel après l'orage, entre n'aie pas peur, j'attends depuis si longtemps. Vous m'attendez moi? Il rit un rire d'enfant dans un corps de vieillard, toi ou un autre, quelqu'un, n'importe qui, pour ne pas partir seul. Tu comprends? Je m'approche, la chambre est propre, propre pour un hôpital abandonné, sur la table de nuit, des photos, une femme, des enfants, une vie entière, en images. Je m'appelle Friedrich. J'ai 95 ans, j'étais médecin ici. Quand ils ont fermé l'hôpital, je suis resté où aller. Ma femme est enterrée dans le jardin, mes enfants sont morts à la guerre. Tous les deux, le même jour. Alors je suis resté. J'attends.
Vous attendez quoi? La faim, ma faim. Mais elle ne vient pas, alors j'ai compris. Je ne peux pas partir seul. Quelqu'un doit être là pour fermer mes yeux, pour dire que j'ai existé. Tu comprends? Je m'assois sur la chaise près du lit. Dehors l'orage gronde, dedans le temps s'arrête. Il prend ma main, sa peau fine comme du papier, mais chaude encore, vivante. Raconte-moi d'où tu viens, où tu vas. J'ai besoin d'histoire. Une dernière fois. Alors je raconte tout, ma femme partie, mon travail perdu, ma décision de marcher Carlos, la vieille dame espagnole, Miguel et ses cloches, les loups, le village sous la pluie, le cirque, tout. Il écoute les yeux fermés, sourit parfois, pleure à d'autres moments, serre ma main quand j'ai peur de continuer. C'est beau, il murmure. La vie est belle, même quand elle fait mal. Vous savez ce que j'ai appris en 95 ans? Il ouvre les yeux, me regarde profond, que tout le monde meurt deux fois. La première quand le cœur s'arrête, la seconde quand quelqu'un prononce notre nom pour la dernière fois. Moi j'ai peur de la deuxième mort, pas de la première. Il tousse du sang sur ses lèvres, l'essuie calmement. Tu veux bien rester, juste aujourd'hui, cette nuit. Demain tu pourras partir, mais aujourd'hui, reste, s'il te plaît. Comment dire non? Je reste. Il me raconte sa vie médecin de campagne. Les naissances, les morts. La guerre, ses fils Johan et Peter, 18 et 20 ans, morts le même jour dans la même bataille. Pour rien. J'ai gardé leurs lettres. Là, dans le tiroir, lisant une n'importe laquelle. J'ouvre le tiroir des dizaines de lettres. J'en prends une au hasard, l'écriture est jeune, appliquée. Cher papa, ici tout va bien, la nourriture est correcte, Peter veille sur moi. Ne t'inquiète pas. Hier on a vu des oiseaux, des hirondelles, elles volaient vers le sud, vers la maison. J'ai pensé à maman, à son jardin, aux roses qu'elle aimait tant. Embrasse-la pour moi. Dis-lui que je rentre bientôt, que la guerre va finir, qu'on va tous être heureux à nouveau. Ton fils qui t'aime, Johan. Ma voix se brise. Friedrich pleure doucement. Il n'est jamais rentré aucun des deux. Ma femme est morte de chagrin 6 mois après, crise cardiaque qu'ils ont dit. Moi je sais. C'est le cœur brisé qui l'a tué. Le soir tombe. Je trouve des bougies. Les allume, la chambre devient dorée. Chaude Friedrich semble plus jeune dans cette lumière ou plus vieux. Je ne sais plus. Tu sais quoi? Je vais te donner quelque chose pour ton voyage. Il me montre une boîte sous le lit. Ouvre. Dedans, une montre vieille belle. C'était à mon père, puis à moi. Puis elle devait aller à Johan. Prends-la, qu'elle voyage. Qu'elle vive comme tes photos de Carlos. Je ne peux pas. Si tu dois. C'est mon testament, ma façon de continuer dans ta poche sur les routes loin d'ici. Je prends la montre lourde. Le métal est chaud, comme si elle vivait. Je la mets dans ma poche. Avec Carlos, le caillou de San Benedetto, le nez de clown, ma collection de vie. La nuit arrive, Friedrich devient plus faible. Sa respiration change. Plus lente,
plus espacés. Ils me regardent. Tu sais ce que je vois? Non. Je vois Johan et Peter et Margaret, ma femme. Ils m'attendent, ils sourient, ils me disent que c'est bien, que je peux venir maintenant, que je ne suis plus seul. Ils ferment les yeux, sourient. Merci Thomas, merci d'être venu, de m'avoir écouté, de porter nos histoires. Maintenant, je peux partir en paix. Sa main se relâche dans la mienne, doucement, sans violence, comme on s'endort. Je reste là longtemps à tenir sa main qui refroidit, à regarder son visage qui devient paisible. Plus de rides, plus de douleur, juste la paix. Au matin, je creuse à côté de la tombe de sa femme. La terre est dure, mes mains saignent, mais je creuse pour Friedrich, pour ses fils, pour tous ceux qui meurent seuls. Je l'enterre avec ses photos, ses lettres, tout sauf la montre. Elle voyage avec moi. Je fais une croix avec 2 planches, écrit son nom, Friedrich Weber, 10 mecs sont retenus, Vedimzungt 4, médecin, père homme. Avant de partir, je vais dans chaque chambre, ramasse les papiers qui traînent, les dossiers médicaux, les noms, les histoires. Je les brûle dans la cour, une grande flamme qui monte vers le ciel pour que tous ces morts ne meurent pas une deuxième fois, pour que quelqu'un se souvienne, même un inconnu de passage. Je reprends la route, plus lourd, plus léger aussi, paradoxe dans ma poche. La montre fait tic-tac. Régulière, comme un cœur qui bat. Friedrich voyage avec moi maintenant. Avec Carlos. Avec tous les autres. Ce soir, je marcherai tard. Pour m'éloigner, pour digérer, pour comprendre, un vieil homme m'a attendu, moi ou un autre, pour ne pas mourir seul. Et j'étais là, par hasard, ou pas, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que parfois la vie nous place où on doit être au bon moment pour les bonnes personnes. Et que c'est ça le miracle, pas les grands gestes, pas les exploits, juste être là, tenir une main, écouter une histoire, dire « Je me souviendrai ». Un pas, puis un autre toujours. Mais maintenant je sais pourquoi je marche. Pour collecter les histoires, porter les mémoires, être là quand quelqu'un a besoin, même si je ne le sais pas encore. La montre fait tic-tac, mon cœur bat. Je suis vivant, Friedrich est en paix, Johan et Peter sont rentrés à la maison d'une certaine façon. Dans le cœur de leur père, dans ma poche, dans cette histoire que je raconte au vent. Demain sera un autre jour, d'autres rencontres, mais ce soir, je pleure pour Friedrich, pour ses fils, pour tous ceux qui attendent. Et je marche, parce que c'est tout ce que je sais faire. Un pas, puis un autre, avec tous mes morts qui me rendent
3 jours que j'ai quitté Friedrich. Les montagnes autrichiennes me rappellent pourquoi j'aime marcher. Le silence, l'air pur, la simplicité. Ces cartes autrichiennes sont incroyables. Elles marquent tout. Les refuges officiels, bien sûr. Mais aussi les vieilles cabanes, les abris de bergers et même les grottes parfois. Aujourd'hui, je cherche une vieille cabane de chasseurs indiquée sur ma carte. Petite croix noire. Jagdteuth peut être fermée, dit la légende. Isolée. Parfaite. J'arrive à la cabane au coucher du soleil, porte entr'ouverte. Bizarre. Je pousse doucement, il y a un bruit. Quelque chose qui tombe. Puis une voix, jeune, effrayée. Partez! J'ai un couteau! J'entre quand même, un gamin, 14 ans peut-être. maigre, sale. Effectivement, un couteau de cuisine à la main qui tremble. Lui Et le couteau. Calme-toi. Je ne te veux pas de mal. Je cherche juste un endroit pour dormir, comme toi apparemment. Il me regarde. Hésite. Baisse le couteau. Vous êtes pas de la police? Non, juste un voyageur. Thomas. Et toi? Lucas! Il range le couteau, s'assoit sur le vieux matelas dans le coin. Je suis là depuis 3 jours. J'ai rien mangé depuis hier. Je sors mon pain, mon fromage, des pommes achetées ce matin au marché d'un village. Pose tout sur la table bancale. Mange. On parlera après. Il se jette sur la nourriture. Trop vite. Je le ralentis, doucement. Sinon tu vas être malade. Il obéit. Mange plus lentement. Les larmes aux yeux de soulagement peut-être. Tu t'es enfui de chez toi. Il hoche la tête, la bouche pleine, avale. De l'internat à Salisbourg, j'en pouvais plus. Personne ne me manque là-bas. Et je ne manque à personne. Tes parents. Son visage se ferme. En voyage. Toujours en voyage. Japon ce mois-ci ou Corée. Je sais plus. Il m'appelle le dimanche. 5 minutes. Ça va, Lucas? Tu travailles bien. On est fiers de toi. Puis il raccroche. Retourne à leur vraie vie. Sans moi. Je connais cette douleur différente de la mienne, mais vraie. Et tu allais où? Chez ma grand-mère à Munich. Elle au moins elle m'aime. Mais il montre ses pieds des ampoules, du sang séché. Je me suis perdu. Et j'ai plus d'argent. Et mon téléphone est mort. La nuit tombe. Le froid arrive. Je regarde ce gamin perdu. Me souviens de moi au même âge. La solitude qui ronge. Le sentiment de ne compter pour personne. Ok. Écoute. Il fait nuit. On va rester ici cette nuit. Demain on verra. D'accord.
Il accepte. Soulagé de ne plus être seul, je fais du feu dans le vieux poêle. La cabane se réchauffe, devient presque accueillante. On s'installe, lui sur son matelas, moi dans mon sac de couchage. Tu sais quoi? Demain je vais t'apprendre à pêcher. Il y a un torrent pas loin, j'ai vu des truites en arrivant. Ses yeux s'illuminent vraiment, je n'ai jamais pêché. Papa devait m'apprendre, mais toujours pas le temps. Alors ce sera moi. Dors maintenant. Demain sera un meilleur jour. Au matin, Lucas est déjà réveillé, regarde par la fenêtre. Il fait beau, l'enthousiasme de la jeunesse. Malgré tout, on descend au torrent. L'eau est glacée, claire, vivante. Regarde, les truites se cachent là, derrière les rochers et dans les remous. Je lui montre comment faire une ligne avec ce qu'on a. Du fil de mon kit de couture, une épingle tordue, un verre trouvé sous une pierre. Il est concentré, appliqué. Soudain, ça mord. Il sursaute. Je l'ai, tire trop fort. Le poisson s'échappe. Déception. Pas grave. Recommence. Plus doucement cette fois. 3 heures plus tard, il attrape sa première truite. Petite, mais sa fierté est immense. Je l'ai fait. Vous avez vu Thomas, je l'ai fait. Bravo. Ce soir on mange du poisson, mais d'abord il faut la nettoyer. Je lui apprends. Il grimace, mais fait. Fier de lui. On attrape 3 autres truites, de quoi bien manger. En remontant, on ramasse des baies, des myrtilles, des framboises sauvages. Je lui montre lesquelles éviter. Comment vous savez tout ça? La route enseigne et les gens rencontrés. Un berger français, une grand-mère espagnole, un cirque italien. Chacun m'a appris quelque chose. Le soir, on fait griller les truites. Lucas surveille le feu comme un chef. Les poissons sont parfaits ou presque. On mange avec les doigts. Du sel que j'ai, les baies en dessert, un festin. C'est le meilleur repas de ma vie, dit Lucas, et il est sincère. Je souris, me souviens de mes premiers repas sur la route. La liberté a un goût unique. La nuit tombe. On reste dehors. Le feu entre nous. Les étoiles au-dessus. Je sors la photo de Carlos, lui raconte. Il écoute. Attentif. Vous voyagez pour lui alors? Pour lui, pour moi, pour tous ceux que je rencontre. Toi maintenant. Il sourit, puis son visage s'assombrit. Mes parents voyagent pour leur travail, pas pour moi. Je suis juste un problème à gérer. Un nom sur leur agenda à appeler Lucas 5 minutes. Tu sais ce que m'a dit ma grand-mère avant de mourir? Je n'en ai jamais parlé. Mais ce soir, avec ce gamin perdu, ça sort. Elle m'a dit, l'amour n'a pas toujours le visage qu'on attend. Parfois, il travaille dur pour nous offrir une belle vie. Parfois, il s'éloigne pour mieux revenir. Regarde au-delà des apparences.
Lucas réfléchit. Vous croyez que mes parents m'aiment? Vraiment? Ils payent ton internat, le meilleur d'Autriche. Ils t'appellent chaque dimanche, sans jamais rater. Ils t'ont donné le numéro de ta grand-mère. Oui, alors oui, ils t'aiment. Maladroitement peut-être, à distance, mais ils t'aiment. Il pleure doucement. Je le laisse. Les larmes nettoient. Au bout d'un moment, j'aimerais les appeler, leur dire que je vais bien. Ils doivent être morts d'inquiétude. Demain, on descend au village. Tu pourras appeler. Cette nuit-là, on dort mieux tous les deux. Au matin, surprise, des randonneurs passent. Un groupe joyeux, autrichien. Ils nous invitent à les suivre. On va à l'alpage, au Schfell, c'est la fête des sonneurs de cloches aujourd'hui. Lucas me regarde, yeux brillants. J'acquiesce. On range nos affaires. Suit le groupe. 2 heures de marche. Lucas papote avec une fille de son âge. Retrouve le sourire. L'alpage est magnifique. Des vaches partout, avec d'énormes cloches. Et puis ils arrivent, les sonneurs, hommes en costume traditionnel, portant des cloches immenses sur le dos. Le son est incroyable, grave, puissant, ancestral. C'est pour guider les troupeaux, explique un vieux monsieur, et chasser les mauvais esprits de l'hiver, tradition vieille de 500 ans. Lucas est fasciné. Un sonneur le remarque, lui fait signe. Tu veux essayer petit, lui met une cloche plus petite, lui montre le mouvement. Lucas sonne. Maladroit, mais heureux, si heureux. La fête continue, musique, danse. Un groupe fait du chouplateler. Cette danse où on se tape sur les cuisses et les chaussures ridicule et magnifique. Lucas essaie, rate, rit, réessaie. Une grand-mère a installé une table, fait des strudels. Venez, venez goûter, on s'approche. Elle regarde Lucas. Toi, tu vas m'aider. Les jeunes doivent apprendre. Elle lui montre. Étaler la pâte si fine qu'on voit à travers. Mettre les pommes, la cannelle, les raisins secs, rouler délicatement. Lucas est concentré, appliqué, fier quand c'est fini. Voilà, tu pourras faire ça pour ta famille maintenant. Ma famille, il sourit, différemment, avec espoir. L'après-midi passe trop vite, musique, rire, danse. Lucas est partout, goûte tout, et c'est tout. Je le regarde, me souviens de moi à son âge avant que la vie ne devienne compliquée. Au village, on trouve une cabine téléphonique, oui, ça existe encore. Lucas hésite. Je lui tends des pièces. Vas-y. Ils attendent. Il entre, compose le numéro. J'entends sa voix, tremblante d'abord. Papa, c'est moi. Je sais, je suis désolé. Non, je vais bien. Vraiment bien même.
La conversation dure 20 minutes. Je vois ses gestes, ses sourires, ses larmes aussi. Bonne larme cette fois. Il sort, transformé. Ils viennent me chercher. Demain, ils ont tout annulé, le Japon, les réunions, tout papa a dit. Il a dit qu'il était désolé, qu'ils avaient compris qu'on allait passer du temps ensemble. Vraiment ensemble. C'est bien Lucas. C'est très bien. Et vous? Vous allez partir. C'est ma route. Mais on a encore ce soir. Et demain matin. On remonte à la cabane dernière nuit, on refait du feu. Lucas prépare les truites comme un chef maintenant. On mange. On parle. De tout. De rien. Des étoiles, de la vie, des parents qui aiment mal mais qui aiment. Je vais leur montrer à pêcher, dit Lucas. Et le strudel. Et la danse. Tout ce que j'ai appris. Ils vont être fiers. Thomas, sa voix est sérieuse soudain. Merci. Pas juste pour la pêche. Pour m'avoir montré que l'amour peut avoir plusieurs visages, que mes parents qu'ils font de leur mieux. Le lendemain, on descend ensemble au village. Une voiture attend. Grosse, noire, diplomatique. Un homme en sort, la quarantaine, costume froissé, cerne sous les yeux, court vers Lucas, le serre fort, fort. La mère suit, pleure, rit, pleure encore. Lucas me présente. Le père me serre la main. Merci. Merci d'avoir veillé sur lui, d'avoir... Sa voix se brise, d'avoir été là. C'est lui qui m'a appris des choses. Vous avez un fils formidable. Il monte en voiture. Lucas baisse la vitre. Thomas, attendez. Cours vers moi. Me donne quelque chose. Un petit couteau suisse. C'était à mon grand-père pour votre voyage. Pour pas m'oublier. Je ne risque pas de t'oublier. La voiture démarre, s'éloigne. Lucas fait des signes par la lunette arrière jusqu'à disparaître. Je reste là, le couteau dans la main, un autre talisman, une autre vie qui voyage avec moi. Je reprends ma route, plus léger. Dans ma poche, Carlos. La montre de Friedrich, le caillou du village, le nez de clown, et maintenant le couteau de Lucas. Chaque objet une histoire, une rencontre, une leçon. Ce soir je dormirai à la belle étoile. Demain je marcherai vers l'est, toujours plus loin. Mais une partie de moi reste ici avec un gamin qui a appris à pêcher, à danser, à croire que l'amour existe, même imparfait, même à distance. Un pas, puis un autre, toujours. Mais maintenant je sais aussi m'arrêter quand quelqu'un a besoin. Quand la vie met sur ma route un gamin perdu qui cherche l'amour et le trouve. Dans une cabane de montagne, autour d'un feu. Dans les yeux d'un voyageur fatigué qui se souvient qu'encore comment être père. La route continue. Mais elle a plus de sens maintenant. Parce que parfois elle s'arrête. Le temps d'apprendre à un enfant à pêcher. Le temps de lui montrer que l'amour existe. Toujours. Partout. Même quand on ne voit pas.
semaines depuis Lucas. Je suis en Allemagne maintenant. Petite ville près de la frontière tchèque. Görlitz, vieille, belle, endormie. Cette nuit, je ne dors pas. Ça arrive parfois. Les souvenirs qui remontent. Ma femme. Mon ancienne vie. Friedrich qui meurt dans mes bras. Tout se mélange dans ma tête. Je sors marcher. 3 heures du matin. Les rues sont vides. Juste les lampadaires et moi, et puis je la vois. Une lumière. Chaude. Dorée. Une boulangerie ouverte. À 7 heures. Je m'approche. Pousse la porte. Une clochette teinte. L'odeur me frappe. Pain chaud. Levure. Farine. Le paradis. Un homme sort de l'arrière-boutique. La quarantaine. Grand. Les mains blanches de farine. Il ne semble pas surpris de me voir insomnie. Il demande en anglais avec un fort accent allemand. Je hoche la tête. Moi aussi, toutes les nuits, depuis 5 ans, café. J'accepte, il me sert noir, fort, on s'assoit au comptoir, le silence est confortable, pas besoin de parler tout de suite. Je m'appelle Klaus, je fais du pain, la nuit seulement, le jour je dors ou j'essaie. Thomas, je voyage, à pied, depuis des mois. Il sourit. Un voyageur, j'en vois parfois. Toujours la nuit, les insomniaques se reconnaissent entre eux. Pourquoi seulement la nuit? Je demande. Son visage change, devient plus doux, plus triste aussi. Ma fille, Anna, elle avait une maladie rare. Xéroderma pigmentosum, allergie au soleil mortelle. Je ne dis rien, le laisse continuer. Elle ne pouvait sortir que la nuit, alors j'ai changé mes horaires pour vivre avec elle. La nuit était notre jour. On faisait du pain ensemble, elle adorait ça, pétrir la pâte, voir le pain lever, sentir l'odeur. Il se lève, va vers le four, sort des pains dorés, les pose sur une grille. Elle disait que chaque pain était unique, comme les gens. Même recette, mais jamais identique. Elle leur donnait des noms. Celui-là, c'est Gustave. Celui-ci, Margaret. Des histoires pour chaque pain. Je souris. Elle avait quel âge? 12 ans quand elle est partie, il y a 2 ans, leucémie. La maladie de peau ne l'a pas tuée, c'est le cancer qui l'a prise. Ironique, non? Je suis désolé. Il hausse les épaules. Pas de pitié, s'il vous plaît. J'ai 8 ans avec elle. 8 ans de nuit magique. C'est plus que certains parents n'ont jamais. Mais vous continuez à faire du pain la nuit. Il me regarde longtemps, puis sourit. C'est ma promesse, la dernière nuit à l'hôpital. Elle m'a fait promettre continue à faire du pain la nuit, papa. Pour tous les enfants qui ne peuvent pas voir le soleil, pour qu'ils aient du pain frais quand ils sortent. Il retourne à son pétrin. Je le suis. L'atelier est grand, ancien. Des photos partout sur les murs. Une petite fille, souriante malgré ses lunettes noires et son chapeau. Vous voulez m'aider? Il demande. Je ne sais pas faire. Anna non plus au début. Je vais vous montrer comme je lui ai montré.
Il me tend un tablier, me montre les gestes, la farine, l'eau, le sel, la levure, les proportions, mais surtout les mains. Sentez la pâte, elle vous parle. Trop sèche, plus d'eau. Trop collante, plus de farine. C'est vivant le pain. Ça respire. Ça grandit. Je pétris. Maladroitement d'abord, puis je trouve le rythme. C'est apaisant. Hypnotique. Presque. Anna disait que pétrir, c'est comme bercer un bébé. Avec amour, patience, douceur, sinon le pain boude. On travaille en silence, côte à côte. Mes mains apprennent, la pâte devient souple, lisse, vivante et effectivement. Bien, maintenant on la laisse lever. 1 heure, le temps de faire les croissants. Les croissants. Pour Madame Fischer, elle vient à 5 heures, tous les matins, insomnie aussi. Son mari est mort il y a 3 ans. Elle ne dort plus dans le lit vide, alors elle vient. On boit le café. On parle. Ou pas. Il me montre les croissants plus compliqués que le pain, le beurre, les plis, la patience. Anna adorait compter les couches. 1, 2, 4, 8, 16. Elle disait que c'était de la magie mathématique, transformer du beurre et de la pâte en nuages dorés. Pendant qu'on travaille, il raconte les nuits avec Anna, les promenades sous la lune, les pique-niques à minuit, les films qu'il regardait en pétrissant. Elle voulait être boulangère, ouvrir une chaîne de boulangerie nocturne. Pour tous les enfants de la nuit, elle disait, pour qu'ils aient un endroit lumineux où aller. Le temps passe, les pains lèvent, les croissants se forment. Mes mains sont blanches de farine. Mais mon cœur est plus léger. Quatre heures et demie. Klaus met les pains au four, puis les croissants. La boutique se remplit d'odeurs. Pain, beurre, chaleur, vie. Vous savez pourquoi j'aime la nuit maintenant? Il demande. Non. Parce que c'est honnête. Le jour, les gens portent des masques. Sourient quand ils sont tristes. Parlent quand ils n'ont rien à dire. La nuit, on est vrai. On ne peut pas tricher avec l'insomnie. La clochette teinte. Madame Fischer entre. Petite. Voûtée. Mais les yeux vifs. Oh, Klaus! Vous avez de la compagnie! Comme c'est bien! Elle me serre la main, s'assoit à sa place habituelle. Klaus lui apporte café et croissants sans qu'elle demande, rituel rodé. On parle tous les trois, de tout, de rien, du temps qui passe, des souvenirs, des insomnies qui rassemblent. Madame Fischer me montre une photo. Son mari.
50 ans ensemble. On faisait tout ensemble. Maintenant, je fais tout toute seule. C'est long la nuit quand on est seul. Klaus hoche la tête! Moi aussi. On est ensemble dans notre solitude. D'autres histoires sortent. Le pharmacien qui vient à 4 heures chercher son pain avant d'ouvrir. Sa femme est partie avec un autre. Ils ne supportent plus leur maison vide. Alors il ouvre tôt. Très tôt. Pour avoir quelque chose à faire. L'infirmière de nuit qui passe après sa garde. Elle a vu trop de morts. Le pain chaud lui rappelle qu'il y a encore de la vie. De la chaleur. De la bonté simple. Tous ces gens de la nuit, unis par l'insomnie, la solitude, mais aussi par ce lieu, cette boulangerie qui brille dans le noir, comme un phare pour les âmes perdues. Klaus sourit en les évoquant, chacun a son pain préféré. Chacun a sa place, son café, ses habitudes. C'est Anna qui m'a appris ça, que la nuit n'est pas vide. Elle est pleine de gens comme nous, qui cherchent la lumière, qui ont besoin de chaleur, de pain frais, de présence humaine. Je comprends maintenant, cette boulangerie n'est pas qu'une boulangerie, c'est un refuge, un port dans la tempête de la nuit. Un endroit où la solitude devient communauté. « 6 heures. Le jour se lève. D'autres clients arrivent, des travailleurs matinaux. Des infirmières qui finissent leur garde. Tous connaissent Klaus. Tous ont une histoire. Klaus me tend un sac, du pain, des croissants, pour la route. Je ne peux pas. Si Anna aurait voulu. Elle disait toujours nourris les voyageurs, papa. Ils portent nos histoires plus loin. Je prends le sac, le remercie, serre sa main pleine de farine. Attendez, il va dans l'arrière-boutique, revient avec quelque chose, une petite poupée de pain, vernie pour durer. Anna en faisait, pour les enfants malades de l'hôpital. Prenez-la, qu'elle voyage, qu'elle voit le soleil pour elle. Je prends la poupée délicate, belle, un autre talisman pour ma collection. Je sors dans la lumière du matin, me retourne. Klaus est à la fenêtre, lève la main, puis retourne à ses fourneaux pour demain. Pour les autres nuits, pour Anna. Je marche dans les rues qui s'éveillent, le pain chaud dans mon sac, la poupée dans ma poche et dans le cœur, cette leçon que la douleur peut devenir création, que les promesses survivent à ceux qui partent, que la nuit a ses propres lumières. Je pense à tous ces gens, Klaus et son pain nocturne, Madame Fischer et ses croissants du matin, le pharmacien trahi, l'infirmière fatiguée, tous unis par la nuit, par la solitude transformée en solidarité. Je pense à Anna, cette petite fille que je n'ai pas connue, mais qui vit encore
dans chaque pain que fait son père, dans chaque sourire des clients de la nuit, dans cette poupée qui va voir le monde. Un pas, puis un autre, toujours. Mais maintenant je sais aussi que quelque part, chaque nuit, un boulanger fait du pain pour sa fille disparue, pour les insomniaques, pour les solitaires, pour que personne ne soit seul dans le noir. Et c'est beau, terriblement triste et magnifiquement beau, comme la vie, comme le pain qui lève, comme les promesses qu'on tient, même quand celui à qui on les a faites n'est plus là pour les voir. Je marche depuis si longtemps, maintenant que mes pieds connaissent la route mieux que mon propre nom. Thomas, c'est bien mon nom. Parfois j'oublie. Je suis devenu le voyageur, celui qui porte les histoires. Dans ma poche droite, la photo de Carlos, un peu froissée maintenant. Mais son sourire est toujours là. Il a vu l'Espagne, la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Plus de pays que son corps n'en a jamais vu. Dans ma poche gauche, tous les autres. La montre de Friedrich qui bat encore. Le caillou de San Benedetto, le nez de clown de Giuseppe, le couteau de Lucas. La poupée de pain d'Anna. Chaque objet une vie. Chaque vie une leçon. J'ai vu la mort dans les yeux de Friedrich, la paix aussi. J'ai entendu les loups dans la montagne, leur respect silencieux. J'ai dansé avec un cirque, ri comme un enfant. J'ai appris à pêcher avec un gamin perdu. Lui ai montré que l'amour existe. J'ai fait du pain la nuit. Compris que la douleur peut créer de la beauté. Ma femme m'avait dit que je ne vivais pas, elle avait raison. Mais maintenant je vis, trop même. Chaque jour est une vie entière, chaque rencontre un univers. Parfois je pense à rentrer, retrouver mon ancienne vie, mais quelle vie? Mon appartement vide, mon travail que j'ai perdu. Les amis qui ont oublié mon existence. Non. Ma maison, c'est la route maintenant. Mon travail, c'est d'écouter, de porter, de transmettre. Mes amis sont partout. Dans chaque village, chaque boulangerie de nuit, chaque cabane de montagne. Je ne suis plus Thomas l'homme triste qui a tout perdu. Je suis Thomas le voyageur qui trouve tout. Des histoires, des sourires, des larmes, de l'humanité brute. Demain je passerai en République tchèque, puis la Pologne peut-être, ou le sud vers les Balkans. Peu importe, la route décide, les rencontres guident. Je ne cherche plus rien, c'est pour ça que je trouve tout. Je ne fuis plus, c'est pour ça que tout me rattrape. Les bonnes choses, les mauvaises, la vie dans toute sa complexité. Mon sac est toujours léger, mais mon cœur est lourd de toutes ces vies que je porte. C'est un bon poids, un poids qui donne du sens, qui ancre mes pas. Un jour je m'arrêterai, quand mes jambes ne pourront plus, quand mes yeux ne verront plus la beauté de l'aube. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui je marche. Pour Carlos qui ne peut plus, pour Friedrich qui m'a appris la mort, pour Lucas qui cherchait l'amour, pour Anna qui ne verra jamais le soleil.
tous ceux que je n'ai pas encore rencontrés. La route m'appelle. Elle chante sous mes pieds. Une mélodie sans fin. Une promesse de nouveaux visages. De nouvelles histoires. De nouvelles raisons de continuer. Je suis Thomas, le voyageur sans bagages. Mais avec 1000 vies dans les poches, je marche. Un pas, puis un autre, toujours. Parce que c'est tout ce que je sais faire. Et c'est magnifique.